Éviter la double imposition, c'était l'objectif des conventions fiscales passées avec la France il y a une cinquantaine d'années. Mais voilà, le Mali et le Niger ont décidé de mettre un terme à ces conventions dans les 3 mois. Et pour clarifier tout cela, nous sommes avec Maître Oumar Berté. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat malien installé en France. Vous êtes également chercheur associé à l'Université de Rouen en politique et en droit public. Maître Berté, qui seront les premiers touchés par la fin de ces conventions fiscales? Alors, il faut savoir, la signature de ces conventions visait entre le Mali et le Niger, entre le Mali et la France et aussi entre le Niger et la France, à éviter une double imposition à la fois sur les personnes, les particuliers, les personnes physiques, mais aussi les personnes morales, c'est-à-dire les entreprises. Et donc, il va de ça, si ces conventions sont supprimées, les risques d'une double imposition pèsent dorénavant sur à la fois les personnes physiques, mais aussi les personnes morales. Les conditions dans lesquelles ces personnes devaient, dans la mesure du possible, les États devaient faire en sorte que ces personnes physiques et morales ne subissent pas la double imposition, va être supprimée à partir de cette dénonciation. Et donc ce sont les Maliens, les Nigériens qui vivent en France? Et oui, les Maliens qui sont concernés exactement? Alors, d'abord, il y a d'un côté les Maliens et les Nigériens qui vivent en France qui seront impactés par cette mesure, et aussi les entreprises françaises qui travaillent dans ces deux pays. Et les Français qui vivent et aussi les Français qui vivent au Niger et au Mali. Mais vraisemblablement, il n'y en a pas. Il en existe, mais il n'y a pas beaucoup de Français au Niger et au Mali, comme il y en a beaucoup de Maliens et beaucoup de Nigériens qui vivent en France. Alors, ce que dénoncent le Mali et le Niger, c'est le fait que ces conventions sont déséquilibrées. L'argument avancé, c'est aussi que leur annulation leur permettrait de renflouer les caisses de l'État. C'est un argument entendable? Alors, je peux comprendre. Vous savez, des telles conventions qui datent de plus de 40 années, évidemment qu'il y a des points qui peuvent nécessiter ou qui peuvent demander une réadaptation. Et dans ce cas, à partir du moment où c'est des accords, on entre en renégociation sur certains points pour les adapter à la réalité actuelle. Donc c'est possible, renégocier les accords. Évidemment, un accord, ça reste un accord entre une ou plusieurs parties. Il peut être négocié. Mais là-dessus, ce qui s'est passé, l'État malien et l'État nigérien, alors même qu'il s'agit des accords qui sont distincts, qui sont signés de manière différente, l'accord entre le Mali, la convention entre le Mali et le Niger, entre le Mali et la France, a été signé en 1972. La convention entre le Niger et la France a été signée en 1965. Il y a eu un avenant plus tard en 1973. Mais pourtant, l'annonce a été faite ensemble. L'annonce a été faite ensemble qui les dénonçait, alors même que les conditions de dénonciation s'y rapprochent, mais ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, la convention qui liait la France et le Mali dans cette fiscalité prévoyait dans son article 44 qu'elle pouvait faire l'objet d'une dénonciation à partir de la 6e année de son entrée en vigueur, c'est-à-dire elle est entrée en vigueur en 1973, les 6 années, cette condition est remplie. En revanche, cette convention ne pouvait être dénoncée qu'entre le 1er janvier et le 30 juin de chaque année. Et si elle est dénoncée dans cet intervalle, l'application ne cesse d'appliquer qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante. Alors, sachant bien qu'on n'est pas dans les clous, les deux États ont indiqué que l'État français, l'attitude de l'État français et la difficulté de la mise en œuvre de l'accord compte tenu des rapports très difficiles qu'ils entretiennent en ce moment avec la France rendaient les accords difficilement applicables. Alors, un tel argument, il est difficile dans la mesure où, évidemment, il y a en ce moment des difficultés diplomatiques entre ces 3 pays, mais en réalité, les rapports diplomatiques, les relations diplomatiques n'ont pas été interrompues, n'ont pas été rompues. Et donc, vraisemblablement... Donc il y a un jeu politique derrière oui, il pouvait y avoir des difficultés d'application en certaines dispositions, notamment en ce qui concerne l'entraide des réciproques qui nécessitait que les États communiquent entre eux les informations qu'ils détiennent dans le cadre de la lutte contre la fraude ou dans le cadre même des informations visant à permettre à l'autre État de recouvrir des impôts
d'une entreprise qu'elle n'aurait pas pu le faire. Là-dessus, il n'y avait pas de difficulté majeure qui rendait impossible l'application de la mesure. Mais, à mon sens, la dénonciation de ces accords, c'est un couteau à double tranchant pour ces États. Dans la mesure où, là, on rend surtout les entreprises, les investisseurs qui seront amenés à investir au Mali sur une position qu'ils ne savent pas, en investissant au Mali, est-ce qu'ils ne seront pas soumis à une double imposition, ce qui peut être dissuasif dans le cadre d'un investissement, dans le cadre pour une société française qui entend aller investir ou au Mali ou au Niger. S'agissant des particuliers de ces États, des répercussions économiques, alors que c'était l'objet visé à la base par ces deux États. Alors que c'était l'objet visé à la base, et donc évidemment, ça va les permettre d'avoir un peu de rentrée d'argent. Dans la mesure où on sait les finances de ces deux pays sont en ce moment très tendues pour le Niger en raison des sanctions financières imposées par la CEDEAO et l'UEMOA sur ce pays, et au Mali compte tenu de la situation actuelle où les investisseurs ou aussi les partenaires économiques et financiers semblent ne plus faire confiance. Les deux États peuvent subir des conséquences Oui, clairement, ces États peuvent subir des conséquences s'il y a une difficulté pour les investisseurs qui ne savent pas dans quelle mesure ils seront taxés, ils seront imposables au Mali et au Niger. Cela ne les encourage pas à aller investir au Mali. Cela n'encourage pas aussi les sociétés françaises, qui sont les sociétés de droit français, à postuler pour des contrats au Mali et au Niger. Et sur les particuliers, cela, des éléments particuliers, il me semble qu'il faut relever, c'est surtout les pensions et les rentes viagères. Avec ces conventions, en principe, les rentes et les pensions, les rentes viagères et les pensions perçues par les ressortissants maliens qui sont repartis s'installer au Mali, par exemple, n'étaient pas soumis à l'impôt en France. C'est-à-dire qu'ils le recevront. Ça va être le cas, première chose. Oui. Et deuxième chose, est-ce que les étudiants maliens ou les étudiants nigériens qui font des études en France et qui reçoivent de l'argent de leurs proches installés au Mali et au Niger, dans les cadres de leur subsistance, de leurs frais de subsistance, mais aussi de leurs frais d'études, n'étaient pas soumis à l'impôt en France en application de cette convention. Et donc, il va sans dire, la convention étant levée en ce moment, ces étudiants seront dans l'obligation de déclarer l'argent qui ressort de leurs proches installés au Mali et au Niger aux services fiscaux en France. Et donc la France pourrait être amenée à imposer de l'impôt sur cet argent. Merci, Maître Oumar Berté. On a bien compris les enjeux, en fait, de la fin de ces conventions fiscales passées avec la France. Donc, je rappelle que vous êtes avocat malien installé en France. Vous êtes également chercheur associé à l'Université de Rouen, politique et en droit public.